Bonjour à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes sagement déjà installés autour de la table. Donc effectivement, on va vous demander de tourner vos chaises pour la première partie de séance. Ça vous permettra d'être face au paperboard. Et on va attaquer pour la deuxième fois notre séance prospective avec une animation en mode World Café, mais peut-être aménagée. J'ai vu que les animateurs s'échauffaient tout à l'heure pour animer peut-être d'une autre façon. Donc on verra, on découvrira. Marc Bouillou, notre président, s'excuse, il n'est pas là aujourd'hui, il a un contretemps. Et voilà, il nous souhaite une bonne séance de travail. Donc je vous passe ces petits mots. On attaque ? C'est parti. Le déroulé de la matinée. Donc, on n'est pas loin du compte, on est presque un petit peu à l'heure. Benoît va partir pour un marathon pour nous présenter les thèmes. Donc, vous avez tous été destinataires d'un petit bloc de pages, on va dire 45-47 pages, et qui était la synthèse de la collecte. Et Benoît va nous faire une synthèse de cette synthèse. Ensuite, on va vous présenter la méthode d'animation World Café, mais on ne va pas s'étendre. Vous allez nous vivre à vos tables et ça sera parfait. On tournera, vous avez du numéro sur vos badges, on tournera tous les 25 minutes. Ensuite, on fera une restitution. Et puis, ensuite, Benoît nous fera une présentation des deux marchés qu'il a retenus et nous ferons la conclusion. Alors, cette fois-ci, nous avons, avant de démarrer la séance prospective, en amont, nous avons mis sur pied un comité de lecture composé des partenaires du CDM, donc UMN, CETIM, Fédération des industries mécaniques, Plasti-Ouest et j'en ai bien CCIR, Chambre de commerce et d'industrie, et de 4 industriels que sont Claudie de Vernon, que sont Hervé Quillois et que sont Pascal Métayer et Olivier Grand. Vous étiez tous les deux en alignement, du coup je vais pas répondre. Donc voilà, on vous expliquera comment a fonctionné ce comité de lecture avant de partir sur le lancement des World Café. Mais voilà, on a fait un travail en amont. Puisque tu as la jaquette pour passer, j'ai gardé cette notion de permaculture, de la prospective. On est là pour phosphorer, on est là pour faire pousser, pour faire croître nos idées et vous donner surtout la notion de réfléchir en amont et vous donner le quart d'heure d'avance. Alors on a une série de petits nouveaux et je voulais les saluer. Donc on a Vincent Bazinet. Vincent, je vais te demander de te lever, voilà. Vincent Bazinet de Moureau Industrie à Gevrey-Penfao, qui vient très très loin. Nous avons donc un retour, Thierry Pénard, voilà, qui a repris l'entreprise MTO Plastique. On est ravis de te retrouver, Thierry. Nous avons Jean-Marc Clerc, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu régulièrement, mais qui revient avec une autre entité qui s'appelle le Merci Anjou. Merci Jean-Marc. Alain, j'ai pas vu Alain. Céleste, j'ai pas vu arriver, donc bon, peut-être qu'il va arriver. Hervé Quillois, je ne savais pas qu'on fabriquait des vélos en Vendée, maintenant je le sais, donc voilà, Arcade Cycle, à La Roche-sur-Yon. Et puis je l'ai mis quand même, parce qu'on ne le voit pas si souvent, et je me dis que tout le monde ne le connaît pas, c'est Eric Elkassi, de Magie Levage, donc sur Saint-Herblain, et voilà. Ouais, désolé, je te mets à l'honneur, mais comme tu n'y viens pas souvent, voilà. J'ai mis à droite l'équipe de choc qui a permis de préparer toute cette séance de travail. Donc Stéphanie Hervé, que tout le monde connaît. Sinon, Stéphanie, tu te lèves, je sais pas si dans la masse. Voilà. Laurent Clouvet, qui vient nous retrouver, qui va être effectivement qui est le monsieur Veil du CETIM, qui va animer l'après-midi sur les technologies clés du CETIM cet après-midi. Voilà, on vous a fait ça. Christelle Tardif, qui nous épaule depuis. Ah oui, elle est là. À 4 pattes derrière moi. Voilà, Christelle, Aurore Durand de l'UIMM, Aurore, voilà, Olivier Janot, qui lève le doigt, voilà, Valérie Amian qui m'épaule au quotidien, et vous recevez des mails CDM, c'est pas Claudine qui vous envoie les mails, c'est Valérie qui vous les envoie. Sébastien Rospi de WeNetwork, la séance dernière, nous avions Gwenaël Maubert de Neopolia, et là, nous avons effectivement Sébastien qui nous fait le plaisir d'être présent. Et voilà, Alain Céleste, de Silence Sensor. Tu as un numéro de table sur ton badge, Alain, et tu t'installes
régulièrement, nous allons ouvrir à une ou deux personnes extérieures les rencontres prospectives. C'est aussi l'occasion de croiser, d'échanger et de faire découvrir à ces personnes partenaires ce que fait le CDM. Mélanie Ferreira de l'agence régionale, bonjour et bienvenue Mélanie, voilà, qui est en charge de la prospective au niveau de l'agence régionale, donc c'était important qu'elle vienne voir aussi ce qu'on fait au CDM. Et du coup, j'ai collé l'animation d'une table, c'est pas cool. Et puis deux personnes que vous allez voir systématiquement régulièrement parce qu'ils sont vraiment nos appuis pour la rédaction du tome prospective. C'est Isabelle Douvry de la Fédération des industries mécaniques, la directrice communication de la Fédération, et notre journaliste préféré, Alain Lamour, qui vous fera certainement parler dans son smartphone, il adore. Voilà, pour vous faire témoigner. On verra ça par la suite. Benoît, je te laisse passer, rentrer dans ta phase marathon. Vous avez vu les petits bonhommes comme ils sont beaux? C'est les petits bonhommes que la fille m'a proposé pour l'ouvrage Intelligence collective. Je les adore. Du coup, on en a mis partout. Bonjour à tous. Donc ce matin, nous allons, alors que nous parlons d'un marathon, c'est pas mal d'être un marathon. En 3/4 d'heure, 1 heure, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous présenter un petit peu les signaux captés lors de la collecte prospective donc, de ces 6 derniers mois. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on va aller vite. Les planches sont assez fournies, vous pourrez retourner sur ces planches, il y a aussi du contenu dans les commentaires. Donc, pour les longues soirées d'hiver, c'est ça, ou l'été peut-être, vous pourrez regarder ça un petit peu plus dans le détail. Pour les petits nouveaux ou ceux qui ne connaissent pas le processus de la prospective, l'idée c'est de capter des signaux faibles dans votre environnement économique, favoriser les échanges, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir en dégager des thèmes de travaux pour les mois à venir au CDM. Donc la prospective, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des informations, des signaux faibles collectés auprès d'un panel d'indicateurs, d'acteurs économiques, pour pouvoir derrière au CDM, je vous le disais à l'instant, pouvoir mettre en place des ateliers rupture, des groupes exploratoires et puis bien sûr alimenter la publication prospective. Donc ce matin on va fonctionner comme d'habitude un petit peu en entonnoir. On va d'abord voir l'écosystème dans son ensemble, ce qui est un petit peu nouveau dans le domaine des modes de financement, de l'écosystème des banques. On va bien sûr parler de stratégie, de dynamique de développement des entreprises, de digitalisation, et puis bien sûr l'homme important, quels sont les nouveaux modèles économiques, les nouvelles approches autour des ressources humaines. En fin de matinée, 2 marchés. On avait déjà traité du machinisme agricole, là, on ira peut-être un petit peu vite, mais il y a quand même quelques nouveautés du côté de la robotique qui étaient intéressantes de voir, et puis une étude qui est sortie par le CETIM sur l'impact de l'arrivée des véhicules électriques et hybrides sur les composants dans le secteur automobile. Il y a des choses intéressantes, et en discutant un petit peu avec Laurent Couvet, on se demandait si on voulait aller un petit peu plus loin avec vous pour voir quel est votre niveau d'intérêt sur un sujet comme celui-là. On avait dit qu'on avait des cartons, qu'on a oublié de distribuer, que le dire. Des cartons rouges, des cartons verts, vous connaissez peut-être la méthode pour certains. L'idée, c'est sur certains points, en préparant la séance, on a vu qu'il y avait quand même quelques questions clés qui pouvaient être intéressantes. On vous les posera et ce seront les prémices des sujets qui seront ensuite débattus sur vos tables. Alors les petits bonhommes, ils sont un petit peu partout. Alors on démarre, première question, je vois que les cartons ne sont pas encore distribués, mais peut-être qu'on peut le faire un peu à main levée, sinon en attendant. Ou alors il faut aller super vite là. Alors, je vous laisse, voilà, vous l'avez lu. Est-ce que vous pensez qu'une crise se prépare? Donc évidemment c'est un peu provoque de dire ça. À froid, hein, c'est un peu dur de vous attaquer comme ça. On en est où sur les cartons? J'ai l'impression, comment ça s'appelle cette émission de TV c'est bon. Alors l'idée c'est de vous poser la question, mais pas de générer de débat derrière. Les débats arriveront après.
Donc je vous repose la question, carton vert, carton rouge, est-ce que vous pensez qu'une crise se prépare? Alors, à la louche, comme ça, je dirais 60% non, 40% oui. Tu es d'accord avec moi? Je sais pas, j'ai pas regardé. Je suis en train de dire, j'ai fait une photo. Alors, relevez vos cartons pour la photo. Voilà, on va faire la photo. Voilà. Il y a quand même des moments que. C'est difficile, là. Bon, on va plus de rouge, moi je dirais 60% de rouge, 40% de vert. Allez. Bon, alors justement, est-ce qu'on est toujours dans une phase d'euphorie? Ça, c'est la première question. On voit en effet que ben voilà, dans votre environnement actuel, il y a quand même eu un effet de surprise lié à la vitesse de la reprise dans tous les secteurs. On est dans une situation de haut de cycle. Je vous l'avais déjà dit, mais on a a priori un âge d'or devant nous pour les 18 à 24 mois prochains. C'est ce que dit la BPI, ce que dit la Banque de France, etc. Donc il faut en profiter maintenant, prendre le marché, investir. Les carnets de commandes sont pleins. Des entreprises et donc des dirigeants qui sont plus ouverts avec plus de vision stratégique. La volonté de remettre à plat les organisations, d'optimiser les flux, etc. Des entreprises très réceptives à la notion d'industrie du futur et tout ce que ça peut englober derrière, on va rentrer dans le détail aujourd'hui. Des défaillances qui ont largement baissé ces derniers mois ou même ces dernières années, des investissements qui restent très dynamiques, beaucoup d'innovation de process, des taux qui sont toujours très bas avec moins de garantie, donc c'est maintenant qu'il faut emprunter, un bon dynamisme sur les exportations, une croissance mondiale qui se renforce, un pétrole qui finalement reste à monter mais finalement qui reste assez stable, donc a priori tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour autant, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de signaux, vous l'avez déjà dit un petit peu la dernière fois, mais il y a des choses qui se renforcent et c'est ça qui est intéressant de regarder. Des entreprises qui, face à cette reprise, qui sont souvent trop chargées, sous-staffées, qui n'arrivent pas à gérer cette accélération. Beaucoup de chefs d'entreprise qui sont un peu aveuglés par le présent, le nez dans le guidon, et qui n'arrivent pas justement à prendre le recul pour peut-être anticiper le futur. Certains m'annoncent aussi moins de visibilité que fin 2017. Certains acteurs m'annoncent aussi des défaillances qui sont inexpliquées, c'est-à-dire que des entreprises qui déposent le bilan alors qu'on n'imaginait pas du tout que ça puisse être le cas. Des tensions sur les trésoreries, et puis j'ai appelé ça un petit peu recrudescence forte des risques d'exécution qui englobent un certain nombre de sous-sujets, bien sûr, pénurie de main-d'œuvre et des fortes tensions sur les recrutements. Donc derrière, est-ce que ça veut dire à venir une accélération de l'automatisation des lignes? Est-ce que, question qui revient régulièrement, est-ce que les entreprises travaillent réellement leur attractivité? C'est un sujet qui a été déjà traité au CDM, l'attractivité, qui est en cours de traitement. Quand même beaucoup d'affolement sur des carnets de commandes erratiques, donc difficulté à gérer les pics, les accélérations, des cycles de plus en plus courts. Donc comment bien gérer la croissance, des tensions sur les supply chains, des tensions sur les approvisionnements de certaines matières premières, voire même d'un grand nombre de matières premières. Une croissance qui est aujourd'hui tamponnée justement par la hausse des matières premières. Quand on parle de rentabilité, on voit qu'elle se redresse sous l'effet volume et pas sous l'effet de marge. Des incertitudes, beaucoup d'incertitudes sur les business models de demain. On voit que dans toute cette mouvance, cette grande transformation, il y a quand même chez les chefs d'entreprise, on ne sait pas trop vers quoi on va aller, ni comment on va transformer notre entreprise. Je vous parlais des cycles, donc réduction de l'espace-temps entre les cycles. Une faible performance des petites entreprises. C'est la Banque de France notamment qui annonce ça et qui est surprise de voir à quel point les TPE ne prennent pas la dynamique de la croissance actuelle. Des valorisations, je vous en ai déjà parlé, des valorisations qui sont énormes avec des montages LBO complexes, donc là aussi beaucoup d'inquiétudes derrière. Et puis le signal faible qui est intéressant de voir aussi, c'est du côté des banquiers, avec des bonus aujourd'hui qui sont plus élevés qu'en 2007. Donc, quand on voit ce qui s'est passé en 2008 et qu'on voit les risques qu'ils ont pris en 2007, on peut peut-être se poser un certain nombre de questions. Et puis voilà, on nous annonce, ça c'est un peu la réalité, on nous dit un jour ou l'autre, les taux vont nécessairement remonter. Voilà. Donc derrière ça, c'est quoi? C'est comment gérer l'accélération. Certes, il faut profiter maintenant et anticiper un éventuel retournement. Il y a 6 mois, je vous en avais déjà un petit peu parlé, il y a quand même beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui qui disent qu'il faut anticiper ce retournement et se préparer à un avenir qui sera certainement moins radieux. Alors on est bien dans une situation de haut cycle, avec la question derrière, quels sont les impacts à court et moyen terme?
Ce qu'on nous annonce du côté de la zone euro, hein, c'est que il y a quand même 4 sujets à suivre. Du côté de la zone euro, une croissance qui va commencer à diminuer en 2018. Hein, pour la zone euro, le haut de cycle était en 2017. Le Brexit qui reste une mauvaise nouvelle. Le modèle britannique est basé sur une croissance forte, or il n'y a pas de croissance, donc c'est quand même un problème. Une remontée de l'inflation qui redescendra en 2019, et puis des investissements aujourd'hui qui sont très forts en France, en Allemagne et aux États-Unis. Du côté de la France, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans une situation de plein emploi avec 9% de chômage. Donc c'est quand même un peu le paradoxe à la française, donc assèchement des compétences, des investissements qui sont quand même très bons, un manque de compétitivité, lié notamment à une augmentation des salaires même en période difficile, même en période de crise, déficit de la balance des paiements, déficit de la balance du commerce extérieur et puis déficit public. Si on regarde du côté de la scène internationale, là je ne vais pas rentrer en détail, mais on voit quand même que si on comptabilise un petit peu les risques géopolitiques, on voit quand même un certain nombre de tensions un petit peu partout sur la scène internationale, hein, que ce soit les risques au niveau de l'Union européenne avec Merkel qui est quand même assez affaiblie, les conséquences du Brexit, les élections à venir, que ce soit au Brésil, au Mexique, les mi-mandats aux États-Unis, l'Iran, encore une actualité ce matin où PSA doit se retirer de l'Iran sous pression des États-Unis, donc c'est quand même des informations importantes. La Corée du Nord, l'insécurité en Afrique, la montée des protectionnismes. On nous parle de guerre froide technologique avec les GAFA aux États-Unis contre les Chinois. Un manque de confiance quand même assez généralisé dans les institutions. Et donc la montée des populismes et des nationalismes dans certains endroits du monde. Si on regarde en détail un petit peu, on nous annonce aussi un risque de surchauffe de PME présentes dans des pays avancés. Et donc voilà, des entreprises proches parfois de leur capacité maximale de production. Donc là c'est un sujet, alors c'est un signal très faible, à confirmer peut-être dans les mois à venir, mais c'est un sujet qui mérite d'être surveillé pour les entreprises se positionnant à l'international. On nous parle du risque bancaire en Chine, des faiblesses structurelles de l'économie chinoise qui refont surface, surcapacité dans l'acier, envolée de la dette, etc. Beaucoup de sujets autour de la Chine. Vous avez certainement entendu parler de la guerre fiscale de Trump, donc il y a aussi beaucoup d'inquiétudes autour de ça. Hein, donc Trump qui veut un petit peu faire des États-Unis une sorte de nouveau paradis fiscal, puis Apple ne se trompe pas et rapatrie les capitaux aux États-Unis. Mais c'est aussi des entreprises étrangères du coup qui viennent aussi aux États-Unis où finalement les conditions sont très attractives. Les conséquences directes en cascade pour l'Europe, actuelle ou éventuellement à venir. Hein, donc l'Allemagne, pour contrer ça, réfléchit à mettre en place soit une augmentation des salaires ou baisser les impôts des particuliers pour permettre une hausse du pouvoir d'achat sans baisse de compétitivité. Et la conséquence possible pour la France, c'est que si on continue de soutenir la consommation par l'augmentation des salaires, il va y avoir un risque encore d'accentuation du commerce extérieur, des tensions fiscales à venir. Donc on voit que finalement cette guerre fiscale peut avoir des impacts très directs pour l'Europe et pour la France. Afrique, nouvelle frontière de la Chine. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui l'Afrique traite directement avec la Chine, notamment sur l'Afrique, la terre et le sous-sol de la Chine. On voit que les terres rares, les matières premières sont clairement... il y a un flux presque continu entre l'Afrique et la Chine, donc ça c'est un vrai nouveau paramètre à prendre en compte. Et puis bien sûr derrière ça, les enjeux autour de l'acier, de l'aluminium, des terres rares. On voit qu'il y a une véritable guerre des matières premières actuellement un peu sur la scène internationale, qui s'illustre par un certain nombre de zones géographiques. Et puis c'est pas que la guerre des matières premières, c'est aussi la guerre des terres arables liée au réchauffement climatique et au prix du carbone. On voit qu'il y a un certain nombre de sujets autour de ça. Les terres arables les plus riches sont urbanisées en premier. Donc on voit un petit peu partout une baisse de la production agricole. Évidemment, les grands enjeux du réchauffement climatique, avec quand même la sécheresse qui fait que sur la planète, on voit un certain nombre de terres comme ça qui sont pas du tout aussi exploitables qu'avant. Donc il y a quand même beaucoup de choses autour de ça. Et puis est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la terre arable au patrimoine mondial de l'humanité? Évidemment, c'est un peu idéaliste de dire les choses comme ça, mais on voit qu'il y a un véritable sujet autour de ça. Là aussi, un petit peu peut-être provoque, les États-Unis, première puissance pétrolière d'ici 2025, on voit que le pétrole de schiste
eh ben, il représentera 9% de la production mondiale en 2025. Donc là, voilà, face à un monde énergivore en croissance, avec notamment le numérique, on voit que voilà, est-ce qu'on va atteindre comme ça un nouveau pic of Uber, donc c'est le haut de l'asymptote, ici 8 ans. Et puis face à ça, on voit que la Chine est en train d'acheter son droit à polluer en organisant le marché du prix du carbone. Donc Chine, premier émetteur de gaz à effet de serre, hein, donc elle est en train de mettre en place un marché d'échange de quotas d'émissions de carbone qui va démarrer cette année. Donc avant de parler du luxe, une petite question. Pensez-vous dans vos entreprises que l'énergie est un luxe? L'énergie est-elle un luxe? Oui, non. Alors beaucoup plus de oui quand même. Allez, à la louche, 80% de oui, 20% de non. On en reparlera. Alors justement, l'énergie, bientôt un produit de luxe. On voit qu'il y a des hausses de prix qui sont à venir, hein, annoncées par un certain nombre de grands acteurs de l'énergie. Des manques d'énergie et la menace d'augmentation des prix à venir, donc liées à l'explosion du numérique, et puis aussi les pressions pour fermer les centrales nucléaires, des éoliennes qui sont combattues en France notamment, la biomasse en repos régulier. Donc on voit derrière tous ces sujets-là une forte augmentation de la demande à venir et une forte hausse des prix. Et donc les PME doivent s'y préparer. J'ai rencontré un dirigeant de GDF dernièrement qui me disait ça. Les PME ne savent pas que les prix vont augmenter, que ça va devenir un produit de luxe, alors que ça devient un enjeu qui est vital. Comment s'y préparer? Donc avoir une stratégie énergétique et être proactif sur le sujet. Donc on avait déjà parlé d'autoconsommation, hein, donc il y a des nouveaux modèles économiques qui se mettent en place, donc soit faire de l'autoconsommation pure dans son entreprise, soit faire appel à un tiers, par une société externe qui va faire le travail pour vous et à qui vous allez acheter de l'énergie moins chère que sur le réseau. L'avantage, c'est bien sûr moins cher, sécurisation de sa consommation à long terme, donc avec des coûts fixes, et donc de plus en plus rentable puisqu'on nous annonce des augmentations des prix à venir. Et limite, c'est que les retours sur investissement sont quand même assez longs, 8 à 12 ans. Beaucoup de sujets autour de l'économie circulaire, de la blue economy, avec des PME qui sont quand même de plus en plus sensibles. Alors sur l'économie circulaire, il y a clairement du côté des plasturgistes une volonté très claire d'intégrer ça dans leur business model. Hein, donc les circuits courts, l'économie circulaire, les plastiques revalorisés, c'est un sujet qui est très très porteur, notamment du côté des plasturgistes. Et puis la blue economy, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si vous voulez en savoir plus, j'en connais un ici qui est incontournable, qui est Pascal. Donc je ne vais pas m'étendre, mais en tout cas c'est un sujet qui est de plus en plus porteur et qui se développe, avec un certain nombre d'industriels sur la région qui se saisissent du sujet. Quelques points rapides sur les filières. Aéronautique, est-ce qu'on aurait atteint un plateau? On voit qu'il y a des annulations de commandes qui peuvent surgir rapidement, des marges et des délais de paiement qui quand même se détériorent. Pour autant, le transport aérien est en croissance, 4 milliards de passagers en 2017, on nous annonce presque 8 en 2036, donc derrière, il faudra bien imaginer les besoins en avion, l'industrie des aéroports, des mouvements à venir du côté des compagnies aériennes. Du côté de Saint-Nazaire, la navale, quelques interrogations quand même sur qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire des 200 ingénieurs qui travaillent actuellement sur les fonctions études et R&D. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir du travail pour les 10 ans à venir ou pas? La question reste en suspens pour l'instant. Du côté du pétrole, c'est encore un petit peu ralenti, hein, donc un secteur qui reste en panne. On nous dit que du côté de l'électronique, les marchés ne sont pas euphoriques. Des composants électroniques qui ne suivent pas pourtant en fabrication. Et c'est surprenant qu'en parallèle de ça, on voit que les objets connectés explosent, donc des tensions fortes à venir, des hausses de prix peut-être. Peut-être que Sébastien Rospic pourra vous donner aussi un éclairage sur le sujet éventuellement. Le nucléaire, on voit qu'en Chine, il y a beaucoup de projets autour du nucléaire. Est-ce qu'il y a du business à prendre pour nous, les acteurs français? En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent de ce côté-là. Alors, travaux publics, BTP, bâtiments, etc. ont beaucoup d'informations autour de ça. Donc, sur le TP en tant que tel, plus de volume et des marges qui sont encore restreintes, avec quand même des grands donneurs d'ordre. Je vous avais expliqué il y a 6 mois, même un an, que les donneurs d'ordre étaient en train de venir piquer les marchés aux petites TPE sur les territoires régionaux. Et là, il y a quand même un sentiment de reconcentration des donneurs d'ordre sur le Grand Paris. Pour autant,
même sur le Grand Paris, ils cassent les prix et on voit que des PME arrivent en sous-traitance derrière plutôt que traiter en direct, et donc du coup avec des marges beaucoup plus faibles. Du côté du matériel de manutention, là ça marche très très fort, une croissance de 10 à 12% tant à l'intérieur qu'à l'export. Le second œuvre, là aussi, une bonne dynamique, même si c'est moins fort depuis quelques mois, avec quelques petits décrochages inexpliqués, donc ça fait partie des entreprises pour lesquelles on ne comprend pas trop ces décrochages. Et puis des performances qui sont très bonnes, alimentées par la fin du CICE, donc dans la menuiserie industrielle. La question c'est qu'est-ce qu'il y aura après le CICE. Les EMR ont toujours des grosses questions autour des EMR avec un gros risque d'abandon d'Elmarine. Donc, qu'en est-il des autres acteurs de la filière? Du côté des agri-équipements, on nous parle à nouveau d'un frémissement à la hausse. Donc, est-ce que le pire est derrière nous? On traitera un petit peu le sujet sous l'angle robotique tout à l'heure, mais voilà, une question un peu en suspens. Plusieurs vitesses dans l'agroalimentaire, avec quand même une forte pression sur les prix du côté des GMS. Et en bout de chaîne, la grande distribution qui semble être un modèle un petit peu en fin de vie, alors que les logiques circuits courts, bio, etc. sont plutôt en forte hausse. L'automobile va très bien, avec quand même quelques questions autour de la disparition du diesel, la montée en puissance de l'électrique, quel impact pour les industriels, là aussi on pourra traiter ça en fin de séance. Alors pareil, le transport routier, forte pénurie de chauffeurs, 20 000 postes à pourvoir, secteur qui ne fait plus du tout rêver. Est-ce que c'est une chance pour le rail? Bon, ça fait 20 ans qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est une opportunité pour les camions autonomes? Pourquoi pas? Ou les trains de camions? Et puis un sujet intéressant aussi, c'est le transport sous terre. Un avenir prometteur, je vais une point d'interrogation ou d'exclamation. Il y a quand même beaucoup de sujets autour de ça et on voit que c'est certainement un sujet porteur pour les années à venir. Donc le souterrain, les tunnels, on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dynamique autour de ça. Du côté des banques et des modes de financement, le Haut Conseil de la stabilité financière nous annonce 2 bulles spéculatives identifiées. Donc derrière, ça veut dire quoi? Quand le Haut Conseil annonce ça, il impose aux banques d'augmenter leurs fonds propres. Donc si elles veulent prendre des risques, elles doivent avoir les caisses pleines. En gros, donc la valorisation des entreprises, je vous en ai déjà parlé. Donc on est en train de créer des murs de dette autour de ça. Et une véritable responsabilité des dirigeants au moment d'acheter ou de vendre. On avait déjà eu quelques réflexions sur ce sujet. Et puis l'immobilier commercial, aussi beaucoup de réflexions autour du patrimoine immobilier, notamment au moment des achats ou des ventes. Donc pour l'entreprise, cela vous impose de choisir votre banque avec beaucoup de fonds propres pour limiter les risques, puisque si votre banque prend des risques et qu'elle n'a pas de fonds propres, c'est potentiellement dangereux pour vous également. Je vous ai parlé aussi des TPE, donc on constate une sous-performance des TPE avec des croissances qui sont souvent mal maîtrisées. Donc une difficulté pour elles, soit de prendre la croissance, soit de gérer cette croissance. Je vous donne juste un avis de la Banque de France. On voit de plus en plus d'entreprises subir leur croissance du fait d'une mauvaise maîtrise. Cela a des répercussions directes sur leur rentabilité ou leur trésorerie. Donc on voit que la Banque de France a mis notamment en place récemment un correspondant TPE pour accompagner les entreprises dans ces logiques de croissance. Et puis cette sous-performance, plusieurs sujets autour de ça. Est-ce que c'est juste un retard sur la croissance? Est-ce qu'elles ont des pratiques à risque, c'est-à-dire investir sur ses fonds propres et donc perdre en trésorerie plutôt que de citer leur banque? Et si oui, pourquoi? Mauvaise expérience passée, aversion du dirigeant au crédit, est-ce qu'il faut aller plus vite, etc. Un sujet intéressant aussi, où je vous avais annoncé il y a 6 mois, 1 an, que globalement on était en train de voir la disparition des agences bancaires, qu'un certain nombre d'agences bancaires disparaissaient. Là, il y a une approche qui est assez intéressante, c'est de dire, en fait, les agences bancaires ne vont pas disparaître, mais vont devenir un petit peu des Genius, au même titre qu'il y a des Genius chez Apple pour vous faire du conseil technologique, etc. Donc c'est intéressant de voir que finalement la transformation digitale des entreprises se vit aussi dans le monde bancaire, où le conseiller de demain ne sera pas seulement là pour vous conseiller sur les nouvelles offres financières, mais va aussi vous accompagner sur les solutions digitales mises en place dans la banque et va vous accompagner au quotidien sur la manière d'utiliser ces nouveaux outils digitaux dans l'entreprise, dans la banque. Pardon. Donc finalement, l'agence va perdurer, et vous irez aussi voir votre agence et votre conseiller pour vous accompagner sur les produits digitaux, solutions digitales offertes par votre banque. Alors les banques continuent leur transformation, elles se structurent toujours autour de l'innovation.
Je vous avais dit la dernière fois, ça avait un peu heurté certains, qu'une entreprise non digitale peut être considérée en décrochage par son banquier. La dernière fois, c'était un signal faible. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Et clairement, j'ai plusieurs banques qui m'annoncent que c'est un vrai sujet pour elles, un vrai sujet stratégique. Donc, on pourra discuter de tout ça aussi autour des tables. Plus de prise de participation dans les entreprises. Donc, je vous ai parlé qu'elles ont besoin aussi d'augmenter leurs fonds propres. Donc, un bon moyen d'augmenter ses fonds propres, c'est de prendre d'entrer au capital. Donc, la question, c'est est-ce qu'elle ne devient pas juge et partie? Et puis la BPI qui change de métier, c'est intéressant de voir que aujourd'hui le premier métier de la BPI c'est le financement, alors que son métier historique était la garantie. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer, qu'on arrive facilement à imaginer. Pardon. Et puis du côté du métier de l'assurance crédit, on voit qu'il y a quand même à nouveau, j'ai envie de dire, un intérêt grandissant pour l'analyse extra-financière et revenir finalement aux fondamentaux en y réinstallant la confiance. C'est-à-dire qu'on ne se passe pas juste sur des chiffres, mais les gens du métier aujourd'hui disent, ben voilà, finalement on revient d'une analyse financière en plus de l'analyse classique, on va aller voir d'autres paramètres qui sont importants pour nous, l'âge du dirigeant et sa réflexion sur sa succession, les projets d'investissement sont-ils réalistes, est-ce qu'il y a des hommes clés dans l'entreprise, comment sont intéressés les salariés, la cohérence des métiers dans les différentes entités du groupe, est-ce que le dirigeant d'entreprise a une vision prospective, donc vous êtes là, donc c'est très bien. Et finalement, tous ces faisceaux d'indicateurs vont déterminer la bonne trajectoire fixée par l'entreprise et la confiance des sociétés d'assurance crédit vis-à-vis de l'entreprise. Du côté de la stratégie d'entreprise, dynamique de développement des entreprises. Donc là, un beau petit bonhomme de Claudine. Attention au risque de survalorisation, je vous en ai déjà parlé mais à l'instant, mais il y a quand même des réflexions qui sont à mener autour de ça. Comment s'y prépare-t-on? Jusqu'où l'entreprise est-elle prête à être valorisée? Qu'est-ce qu'on va faire si demain on a des capitaux étrangers, des repreneurs étrangers qui vont venir acheter les entreprises? Est-ce que finalement, collectivement, on ne va pas perdre du savoir-faire si on accepte des rachats survalorisés par les entreprises étrangères? Et puis, demain, quelle relation future entre les banques et les futurs repreneurs si ces derniers sont des investisseurs étrangers? Et qu'est-ce qu'on va faire de ces murs de dette dans 10 ans? Donc, c'est des vraies réflexions autour de ce sujet de la survalorisation. Beaucoup de sujets autour de la relation client-fournisseur, avec une question et un petit peu beaucoup de paradoxes autour de ça. Est-ce que les relations client-fournisseur, est-ce qu'elles s'améliorent ou est-ce qu'elles se détériorent? Et là, j'ai vraiment beaucoup de débats autour de ça. Donc, non, ça ne s'améliore pas. On est dans un rapport qui est toujours déséquilibré et qui se dégrade. Des supply chains de plus en plus tendus, pression sur les sous-traitants, des PME de moins en moins entendus, l'accélération du risk sharing, avec des PME qui ne peuvent pas suivre, des délais de paiement qui continuent de se dégrader, tensions sur les appros, des conditions générales d'achat qui sont abusives et pourtant obligatoires pour remporter un contrat, des conditions de paiement non conformes au regard de la loi de modernisation de l'économie, avec notamment parfois des centrales d'achat qui sont délocalisées dans des pays un petit peu plus lointains pour justement pas être soumises aux lois françaises ou européennes. Et puis finalement, ce qu'on nous dit, c'est que ces incompréhensions, ces tensions, ces blocages sont souvent causés par une mauvaise préparation en amont, soit du bon de commande, soit de la fixation du prix qui n'est pas assez précis, les avenants qui ne sont pas mentionnés. Donc finalement, ceux qui suivent un petit peu ça disent si tout était bien calibré, bien calé en amont, il y aurait peut-être moins de tensions en aval. Et puis quand même, on nous dit oui, il y a des relations qui s'améliorent, des donneurs d'ordre qui font quand même de plus en plus recours à la médiation pour régler un conflit plutôt que d'attaquer directement. En même temps, ils n'ont pas le choix. La création d'une charte relation fournisseur responsable avec 2000 signataires à ce jour, la création d'un label achat responsable qui suit la norme ISO 20400 qui est depuis peu ouverte aux PME TPE, des diminutions des délais de paiement, des acheteurs qui semblent plus à l'écoute, et puis des achats low cost et des enchères inversées qui semblent perdre du terrain. Alors derrière ça, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets, et finalement l'arrivée progressive en France du name and shame. Donc en gros, nomme et dénonce et couvre de honte celui qui se comporte mal. Donc je vous rappelle juste qu'il y avait eu en fin 2015 Bercy qui avait épinglé certains mauvais payeurs et qui avait mis ça dans la presse. Donc, et pour autant, je vous disais, la réaction de certains acteurs, c'est quand même de délocaliser leur centrale d'achat pour ne pas être soumis à ces réglementations.
Et puis voilà, on passe du cost killing à la calinothérapie. Alors j'aurais dû le mettre entre guillemets, calinothérapie. On voit que du côté des acheteurs, il y a quand même une volonté. Alors, ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont face à un gros risque de rupture d'approvisionnement. Et quand même, il semblerait qu'aujourd'hui, le pouvoir change de main et qu'on a des acheteurs aujourd'hui qui sont de plus en plus attentifs à l'innovation, la différenciation. Ils prennent soin de leurs fournisseurs stratégiques. Donc Agile Buyer a sorti une étude annuelle en 2017 où il parlait justement de calinothérapie aujourd'hui. Du côté des fournisseurs, quand même, quand on leur parle de calinothérapie, finalement, ne s'est pas clairement ressenti. Hein, c'est plutôt des effets d'annonce à ce jour. Et que finalement, pour que la calinothérapie se mette en place, il faut déjà la provoquer et puis surtout poser les limites claires, notamment les limites juridiques sur ces sujets. La notion de coopération co-développement. On nous en parle beaucoup, il y a beaucoup de volonté affichée, des sous-traitants qui développent des produits avec leurs clients plutôt que de produire une pièce à la demande, des clients qui amènent leurs sous-traitants vers l'excellence et les poussent à se développer en même temps qu'eux, certes, mais on voit qu'il y a encore des freins notamment sur l'appropriation des technologies, hein, donc notamment via les IRT, les pôles de compétitivité. On voit qu'un certain nombre de PME disent que leurs savoirs sont captés par les donneurs d'ordre, donc ça génère pas vraiment de confiance. Et puis donc des conditions générales d'achat qui imposent le transfert, l'appropriation en première demande de celui qui paye du transfert technologique. Donc voilà, c'est sans confiance, pas d'innovation, sans innovation, pas de développement. On nous parle aussi beaucoup de créer des produits propres, développer des produits propres dans l'entreprise, avec des PME de plus en plus attachées à réduire leur taux de dépendance et à se diversifier, donc c'est intéressant de voir ça. Si on se remet 10 ans en arrière, on était plutôt dans une logique d'être fortement attaché à un donneur d'ordre. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et donc la volonté de développer des produits propres qui soient exportables, pouvant être fabriqués sur place, cibler des nouveaux marchés, de nouveaux clients, des produits à faible concurrence, etc. Quand on discute avec un certain nombre d'acteurs qui ont tenté l'aventure, finalement on voit qu'il y avait un certain nombre de sujets à bien maîtriser, comme une bonne connaissance du marché, mettre en place de nouvelles compétences dans l'entreprise, notamment autour du marketing, du design, de la communication, beaucoup d'investissements, développer son propre réseau de distribution, développer des gammes de produits, un site internet propre, maîtriser le numérique et le commerce en ligne, et puis éventuellement, finalement, face à ces paramètres un peu compliqués, une autre approche possible qui est la croissance externe et racheter directement une entreprise qui a déjà développé des produits propres. Du côté des créations d'entreprises, l'entrepreneuriat redevient à la mode. On voit qu'il y a un fort dynamisme poussé par les nouvelles générations d'entrepreneurs qui ont parfois une vision un peu décalée, une vision romantique de la création d'entreprise, où les notions de liberté, d'aventure, l'envie d'influencer l'avenir, sauver le monde, fixer ses propres règles, ça c'est très important. On a des entrepreneurs qui aujourd'hui, ces nouveaux entrepreneurs sont beaucoup moins patrimoniaux, ils n'hésitent pas à partir à plusieurs. Ils considèrent que la création d'entreprise peut être juste un moment dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer une boîte pendant 3 ans, 5 ans, puis finalement repartir en tant que salarié après, ça c'est pas un problème, ou consultant, etc. Donc c'est plus des exploitants que des créateurs, c'est-à-dire qu'ils vont commencer par voir l'existant, exploiter l'existant, et puis trouver la solution sur ce qui existe déjà, plutôt que tout inventer. Et puis un autre phénomène qui m'a un peu interpellé, c'est que finalement, on voit aussi que les nouveaux créateurs peuvent être aussi des retraités qui, après 4 ans ou 5 ans à la retraite, finalement s'emmerdent un peu et créent leur propre entreprise. La séparation de la politique et de la stratégie. On avait déjà évoqué ces sujets-là avec Joseph Lusto à l'époque. C'est quelque chose qui revient. Ce qui m'a surpris, c'est que je l'ai entendu à plusieurs reprises dans différentes sphères. C'est que finalement, on passe d'une économie de marché à une économie de transaction unitaire, basée sur les usages plutôt que les produits, dans un monde de plus en plus imprévisible. Et finalement, il faut séparer la politique ou la vision qui donne le sens et qui est immuable dans le temps, de la stratégie qui doit être agile, variable, qui est la variable d'ajustement, et qui, elle, ne doit pas être fixe, elle doit bouger tous les 2-3 ans. Donc c'est un changement de paradigme. Et puis je vous fais aussi référence à un concept un peu ancien sur la notion de changer de modèle, donc quitter votre océan rouge pour basculer dans l'océan bleu. C'est une notion qui date déjà des années début 2000, mais on voit que c'est totalement adapté aujourd'hui aux PME, TPE.
encore les petits bonhommes pour les nouvelles technologies. Du côté du digital, une question. Mon entreprise peut-elle survivre sans les outils numériques? Oui ou non? Là, il n'y a pas un mot. Là, il n'y a pas de débat. Donc 100% de non. Alors la fameuse industrie du futur dont on entend énormément parler, je vous ai mis une mise à niveau nécessaire des PME. On voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de peur face à la révolution digitale. D'ailleurs, la preuve en est. Un moyen pour elles de travailler leur attractivité. Beaucoup de benchmarking finalement au niveau des PME. On préfère aller voir ce qui se passe chez le voisin et discuter avec son voisin plutôt que d'aller voir des offreurs de solutions qui vont nous vendre monts et merveilles. Finalement, apprendre de ce qui s'est passé. Le retour d'expérience, finalement, est fondamental dans cette approche de l'industrie du futur. Et puis, on voit que le sujet n'est pas la digitalisation en tant que telle, mais la transformation. La transformation dans les process pour résoudre un problème immédiat, d'autres sujets actuels dans les PME, donc robots de soudure, traçabilité, etc. Donc, c'est un sujet qui est très mal appréhendé encore aujourd'hui par les PME, alors qu'il est au cœur de l'industrie du futur. Ah oui, pardon, je me suis un peu emmêlé. La cybersécurité est aujourd'hui un sujet qui est très mal appréhendé dans ces approches-là, alors que finalement, c'est quand même fondamental. Alors, qui s'engage dans la démarche? J'ai essayé de vous mettre ça un petit peu sous forme de schéma. On a des entreprises qui viennent chercher du cash, de l'excellence opérationnelle. L'objectif clair, c'est de reconstituer les marges. Et puis, il y a quand même des entreprises qui viennent ici qui ont une volonté de transformation en profondeur des organisations des outils de production et qui considèrent l'appui numérique de manière transversale. Et puis, pour celles-ci, celles qui considèrent le numérique comme finalité, donc quelle techno je vais pouvoir intégrer chez moi. Donc pour ces entreprises-là, finalement, c'est bien souvent de avoir une approche un peu 360 degrés pour comprendre que la transformation doit être une finalité avec derrière des changements de business model. Transformation digitale, 4 impacts à venir sur nos entreprises. D'abord, considérer que la data devient une valeur, donc un potentiel business lié à la maîtrise des données. Derrière les questions, c'est qu'est-ce qu'on veut analyser et comment rendre autonomes nos opérateurs sur ces sujets de la maîtrise des données. Le temps qui se raccourcit, donc derrière ça veut dire s'organiser, intégrer de nouveaux outils pour aller 4 fois plus vite. Des relations à l'espace qui changent, la proximité aujourd'hui n'est plus géographique. Et puis l'inversion des pyramides de connaissances et des compétences avec la notion d'opérateur augmenté qui va paramétrer, contrôler, vérifier, qui va directement obtenir lui-même la donnée sur son poste de travail. Et derrière, bien sûr, ça veut dire disparition du management intermédiaire qui vole en éclats par le numérique. Donc, des questions derrière. Quid du management intergénérationnel dans l'entreprise? Quid de la transmission des connaissances? Nécessité d'un management plus collaboratif, plus interactif, plus flexible. Et puis, derrière la notion du digital qui devient un facilitateur des relations humaines dans l'entreprise. Donc ça, c'est des notions intéressantes. Quand vous avez une petite bulle bleue en bas à droite, vous pouvez aller plonger dans les commentaires qui vous donnent un petit peu plus de détails. Vous l'avez tous vu là. Vous l'avez vu là, ici, là. On parle à une allure, mais bon voilà. Quand Je vous parle aurez vite, le hein. support PowerPoint, vous pourrez cliquer sur en bas à droite et vous aurez un peu plus de détails. Voilà. Désolé, je parle vite, mais ce que je fais d'habitude en 2h30, je dois le faire en 1 heure. Alors. 3 quarts d'heure en plus. La notion d'innovation dans l'entreprise, on voit que il y a quand même un problème de réglementation et de vide réglementaire pour ceux qui se lancent dans des innovations de rupture. On voit que des créateurs et ceux qui se lancent finalement sont confrontés à un vide réglementaire qui va les bloquer dans leur processus. Et finalement, quand on crée son entreprise ou quand on a une innovation, finalement, il ne faut pas seulement réfléchir au développement technique, il faut aussi voir comment on va pouvoir finalement réfléchir aux nouvelles réglementations, aux nouvelles normes qu'il va falloir mettre en place derrière. Et puis le fameux principe de précaution, quand on a préparé avec Pascal, il a mis une tête de mort à côté de principe de précaution. Donc j'ai mis moi une image échadote, mais bon, qui explique bien que derrière ça, c'est un vrai problème franco-français. Quelques exemples ou illustrations autour du numérique et de l'impact du numérique sur la maintenance. J'ai pu assister à une table ronde autour de ce sujet-là avec l'intervention de Safran, Naval Group, etc. On voit qu'il y a finalement pour la maintenance, derrière, c'est beaucoup d'impact positif avec l'arrivée du numérique, l'analyse en temps
anticiper certaines maintenances ou prolonger le niveau de vie. Des clients qui sont plus autonomes, qui finalement font moins appel à l'industriel installateur. L'arrivée de la réalité virtuelle pour une maintenance inhabituelle. Donc on a des responsables de maintenance qui vont pouvoir s'entraîner virtuellement avant d'intervenir. Les jumeaux numériques, les fameux jumeaux numériques des installations, donc notamment dans le nucléaire, on en parlait avec Laurent tout à l'heure. Et derrière ça, l'intégration des nouvelles technologies de maintenance qui passent par la conduite du changement, la formation et l'implication des opérateurs, et puis surtout, là on y revient, c'est un sujet qui est majeur, c'est savoir quelles données exploiter et comment. Bien sûr, vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, un petit focus sur l'arrivée du machine learning, donc l'apprentissage automatique, donc qui est un type d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut savoir sur un sujet comme celui-là, c'est que les PME, certes, ont du mal à appréhender la notion d'intelligence artificielle, mais c'est quand même on nous annonce une vague de fonds comparable à l'informatisation des entreprises dans les années 70-80. Et qu'on sache ou pas de quoi on parle, ce qui est sûr, c'est que ça va arriver et qu'il faut s'y intéresser. Voilà, donc, comment y aller? Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut commencer petit, tester ces technos sur des sujets à faible risque, expérimenter, voir ce que ça implique en termes de data, d'équipe, de résultats, commencer avec un vrai objectif, et puis si ça marche, qu'est-ce que je fais après, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un sujet où le premier qui bouge va établir les standards. Ce qu'on nous dit aussi sur ce sujet-là, c'est que c'est pas que pour les grands groupes. Les PME peuvent totalement se saisir de ce sujet-là. Autre sujet intéressant aussi, c'est le rapport de l'industrie du futur à l'aménagement du territoire et au rapport au territoire. On nous parle de 4e révolution industrielle, et derrière on nous dit, le numérique va nous permettre la déconcentration du territoire, on va pouvoir être plus heureux en étant à la campagne tout en étant connecté, on va pouvoir produire et consommer sur des lieux différents. Les territoires avec les petites entités seront les lieux où la 4e révolution industrielle se passera mieux. Il faut donc maintenir et attirer les jeunes sur les villes moyennes, sur ces territoires-là. Les jeunes sont porteurs de rupture. Et puis, en opposition, on nous dit que nous allons vers un monde qui, pourtant, est toujours plus concentré. 90% des gens vivent dans les villes. Les villes moyennes vont perdre finalement de leur attractivité. Donc là, on voit un vrai paradoxe. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas les moyens, contrairement aux grandes villes, de se décarboner, d'être plus propres, d'être plus respirables, plus attractives, etc. Donc finalement, un peu un paradoxe. Donc en gros, la question, c'est qui va gagner dans cette course un petit peu au territoire et au rapport au territoire? Est-ce que ce sont les villes moyennes qui seront demain les villes où se passeront les transformations fortes, notamment liées au digital, ou est-ce que ce sont les grandes villes? Et puis enfin, l'homme dans tout ça. Je vous fais juste un petit point sur un article de José Pedraza du CETIM qui était assez intéressant. Là aussi, vous pourrez avoir le contenu complet du sujet. L'homme, l'avantage concurrentiel du XXIe siècle, on est face à une lame de fond apportée par une nouvelle génération qui déstabilise nos modèles de gouvernance et nos organisations. On est sur la fin des modèles de management systémique, des organisations qui doivent se réinventer. La disparition de l'homme, c'est la disparition de l'avantage concurrentiel, donc on ne peut pas être non plus dans une entreprise totalement digitalisée sans homme. Et puis les notions de bienveillance envers l'homme au travail, la notion d'émotion. Il ne restera plus qu'à l'homme donc que ses émotions, il n'y a pas de machines heureuses qui se surpasseront. Et donc la mutation managériale passe aussi par le fait de devenir des leaders d'émotions qui sauront prendre le risque d'espace de liberté non maîtrisé. Au final, plus de résultats, plus d'envie, plus d'engagement, car porteur de sens. Voilà, donc c'est des réflexions que je trouve assez intéressantes. Bien sûr, la pénurie de main-d'œuvre, recrutement, attractivité, beaucoup de sujets autour de ça, avec des entreprises qui tentent de trouver des solutions par l'automatisation, par la mise en place de communication numérique, du recrutement digital, donc beaucoup de PME qui commencent aujourd'hui à vraiment recruter via LinkedIn, etc. Plus d'attention au capital humain, finalement, les notions de bien-être au travail, la qualité dans et en dehors de l'entreprise, les entreprises qui travaillent leur attractivité, la déringardisation de l'entreprise, donc avoir un niveau notamment d'équipement numérique qui soit au moins équivalent à ce que les opérateurs peuvent avoir à la maison, bien sûr formation interne, séminaire en mode brainstorming, des tuteurs rémunérés, parrainage, campus de formation, recours à des organismes extérieurs pour des besoins spécifiques par le transfert de compétences,
la mise en place de partenariats entre les lycées, les centres de formation et les entreprises, l'organisation de journées de recrutement multi-entreprises. Vous avez dû voir ça en Vendée il y a quelques mois maintenant. La cooptation qui peut être rémunérée, donc un opérateur qui est capable finalement d'attirer une nouvelle personne dans l'entreprise, ben ça peut être récompensé. Donner sa chance à un profil non compétent ou inadapté pour le poste, notamment avec la féminisation de certains postes. Donc là, on voit que les entreprises s'organisent beaucoup autour de ça. Et puis aussi travailler la cosmétique de l'entreprise. On voit que finalement, pour les jeunes recrues, la notion d'ambiance, d'atmosphère que dégage l'entreprise, pas que des ateliers propres, mais aussi lumineux, refait à neuf, un peu design, etc. Ce sont les choses qui sont importantes pour les jeunes qui sont recrutés. Prendre soin de ses salariés, donner du temps aux nouveaux qui pourraient être bien formés et intégrés. Et puis aussi, parmi les choses qui sont mises en place, c'est du sourcing international de compétences au Maroc, en Pologne, etc. pour aller chercher de la main-d'œuvre quand on n'en a plus en France. Des candidats qui prennent le pouvoir, hein, donc la notion d'assèchement des compétences qui est en cours, et ben finalement, une entreprise disait, ben voilà, j'ai un intérimaire qui, c'est la vie d'industriel en bas à droite, j'ai un intérimaire qui a décidé de partir en 3 mois en vacances, j'avais décidé de ne pas le recruter à son retour, et en même temps, j'ai pas eu le choix, parce que j'ai trouvé personne d'autre pendant 3 mois, donc j'ai bien été obligé de le reprendre quand il est revenu. Travailler les savoir-faire non technologiques et le savoir-être. Finalement, l'industrie du futur, c'est pas que techno, avec de nouveaux besoins émergents sur les savoir-faire non technologiques, avec des capacités d'abstraction, de représentation, d'anticipation, gestion de la connaissance, etc. Le savoir-être, une notion d'autonomie, responsabilisation, adaptabilité, compétences relationnelles, interdisciplinarité, compétences interactionnelles, etc. Beaucoup de choses autour de ces sujets-là. Et puis finalement, on voit que dans cette logique de gestion des ressources humaines, l'opérateur du futur devrait être interchangeable. Aujourd'hui, l'opérateur est face à un choix et donc une sorte d'arbitrage entre est-ce qu'il veut se vendre aujourd'hui et développer ses compétences techniques ou est-ce qu'il veut être employable à moyen et long terme et donc il va devoir développer des compétences beaucoup plus transversales et pluridisciplinaires. Donc c'est un véritable paradoxe actuel entre l'employabilité d'un opérateur à court terme et à moyen terme, voire à long terme. Et puis quand on regarde un petit peu l'arrivée du numérique dans l'entreprise, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont un peu interpellants sur la notion vie personnelle, vie professionnelle, avec des entreprises qui mettent à disposition qui payent des téléphones utilisables personnellement pour les employés, et puis sur ces téléphones-là, finalement, il y a un certain nombre de données pro qui arrivent dessus, et les premiers à refuser sont les cadres dans l'entreprise. Des montres connectées aussi qui sont offertes à tous les salariés, dans une banque, je ne vous donne pas laquelle, mais voilà. Donc ça apporte des fonctions de fun, certes, mais ça permet aussi aux salariés de savoir tout ce qu'il y a à faire et de recevoir directement sur la montre toutes les tâches à accomplir. Donc voilà. Quelle limite, quelle ingérence, quelle éthique, et disparition des frontières pro-perso. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis pour terminer, je vous donne deux sujets intéressants de changement de modèle. D'abord SpeechMe, peut-être que certains ici en ont déjà entendu parler, qui est une plateforme de transfert de compétences par capsule vidéo dans l'entreprise. Donc ce sont des capsules vidéo qui sont directement enregistrées par les salariés et qui permettent de transférer un savoir-faire, une compétence, une manière de faire sur un poste de travail. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces écrans vidéo sont directement mis sur les postes de travail et donc permet à chacun de comprendre en direct quel est le bon geste, etc. Le gros avantage de ça, c'est qu'à partir du moment où on a encapsulé une vidéo même d'une personne qui est partie à la retraite, 3 ans, 4 ans après, on n'a pas perdu le savoir-faire, etc. Et donc c'est pas fait par des sociétés de communication ou de marketing, c'est vraiment directement enregistré par les salariés d'entreprise. Et puis dernier point, qui sera le prochain petit con en suite à capuche à venir défoncer mon modèle économique? Je vous invite à aller voir Check My Firm, qui est donc 48 heures pour apprendre à ne pas disparaître, et qui va utiliser les codes de l'entertainment, du divertissement, pour créer un accélérateur de transformation des managers. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller voir ça un petit peu plus dans le détail. C'est assez secouant. Voilà, je pense qu'on est dans le timing. Merci Benoît. Moi j'ai une petite question à vous poser. Rouge-vert, qui a lu le doc de 47 pages avant de venir? Non, le rouge c'est que vous n'en avez pas lu. Le vert.
Ah, Emmanuel, c'était déjà le. Tu savais déjà faire rouge-vert la dernière fois, t'es très fort là-dessus. Bon, merci à Il y en a tous. pas mal quand même. Il y en a pas mal, bravo, ça progresse hein, par rapport à la dernière séance.